prendre des dispositions pour soulager les acteurs du secteur du transport avec la mise en place de 1700 milliards de francs CFA pour l'ensemble des opérateurs économiques du Côte d'Ivoire et dans lequel un transporteur qui remplissait les conditions était donc accompagné financièrement pour lui permettre donc de supporter ce manque à gagner qu'il avait par rapport aux mesures barrières. Alors l'un mis dans l'autre, nous avons eu des difficultés, nous avons eu une oreille attentive auprès du gouvernement, même si la disposition ne s'est pas généralisée à tous, mais l'intention de pouvoir accompagner les opérateurs économiques quand il y a des difficultés a démontré que le gouvernement ne nous a pas laissé seuls. Et ça a été une note positive. Alors, ils ont fait remarquer pendant le panel, il y aura, aujourd'hui nous avons le Covid. Prochainement, c'est pas le Covid. Quelles sont les méthodes préventives, les stratégies? Écoutez, pour tout investisseur, c'est aujourd'hui de faire en sorte que nous puissions, si vous voulez, avoir les moyens de notre politique. Mais il n'y a jamais de sécurité zéro. Lorsque vous êtes investisseur, c'est un risque d'abord. L'investissement lui-même est un risque. Maintenant, les risques liés à des pandémies comme le coronavirus sont des risques pour lesquels aujourd'hui nous avons pris conscience qu'il faut s'apprêter à faire face donc à ce genre de pandémies. Le gouvernement aussi en a tiré des leçons et s'apprête aussi à faire face à ce genre de situation. C'est pour cela que la question du partenariat public-privé est devenue plus prioritaire, aussi bien pour les institutions que pour le secteur privé. En ce qui concerne les transporteurs routiers, nous sommes dans cette veine-là de ne pas rouler seul, mais de rouler avec l'institutionnel, c'est-à-dire avec le gouvernement, tout en sachant que c'est ensemble que nous pouvons développer notre économie. Parce que sans transport, pas d'économie. Le transport, mais transport responsable, transport écologique, transport professionnel, en face d'un gouvernement attentif. Et c'est ça qui va faire notre développement. Ah bien entendu, quand vous avez des problèmes et que vous êtes seul avec votre problème, vous n'avez plus un problème, mais vous avez beaucoup de problèmes. Mais quand vous avez des soucis, comme le manque à gagner lié donc à la pandémie, et qu'un gouvernement vient vous dire « je suis prêt à vous aider à supporter le manque à gagner », mais vous êtes l'investisseur le plus heureux. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous avons été conviés pour partager avec la communauté de l'Observatoire international de la démocratie participative notre expérience de la gestion des déchets au niveau de nos communes. Rappeler très rapidement que ça a été et ça continue à être une préoccupation majeure de nos États, la salubrité et donc l'embellissement de nos villes respectives. C'est ainsi qu'au Sénégal, très rapidement, nous sommes passés du système de gestion en régie qui consistait véritablement à ce que l'État ou les démembrements de l'État, les communes, aillent directement dans les quartiers pour procéder à la prise en charge de la salubrité, à ce qu'on appelle la gestion participative des déchets. À Tambacounda, nous avons opté pour cette gestion participative en instituant ce qu'on appelle un système intégré de nettoiement et de valorisation des déchets. En quoi cela consiste? À mettre à contribution des populations dans la partie pré-collecte qui consiste à enlever les ordures des ménages vers un dépôt relais aménagé à proximité du quartier et dont l'enlèvement se fera d'une manière régulière au niveau de la phase collecte avec les gros engins de la mairie et des partenaires de l'État. Donc ce système aussi, pour optimiser la participation populaire, la pré-collecte est mise à la disposition de ce qu'on appelle les conseils de développement de quartier, qui sont une sorte de gouvernance au niveau des quartiers, qui ont beaucoup de commissions respectives, dont la commission environnement qui se charge de la salubrité. Donc aujourd'hui, il était question pour nous, dans ce panel, de partager notre expérience avec l'ensemble des communes qui ont eu quand même l'amabilité de partager avec nous cette organisation. Tout à fait, vous savez, la question de l'urbanisation, elle est complexe. Ne vous fâchez pas. Il est important la prise en charge de la salubrité. De toute façon, les villes sont appelées à être accueillantes, embellissantes, mais des villes qui garantissent la santé publique. Et la question des déchets aujourd'hui est une question centrale quand on veut relever ces défis-là. Le défi de la santé publique, le défi de l'embellissement, le défi de l'accueil. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que toutes les grandes villes se doivent de faire de cette question de la gestion des déchets une priorité. Mais en plus de ce que cela peut constituer une contrainte, aujourd'hui, la question des déchets, sa gestion peut être des opportunités. Comme nous, à Tambacounda, la gestion des déchets est une opportunité pour la création d'emplois
Et c'est une opportunité aussi pour l'autonomisation des organisations féminines et des jeunes qui sont organisés au niveau de ces conseils de développement de quartier. Les conseils de développement de quartier, je l'ai dit, c'est une sorte de gouvernance qui regroupe l'ensemble des organisations féminines, des organisations de jeunes et toute autre organisation qui pense intervenir dans le bien-être des populations. Et au niveau de ce conseil de développement de quartier, il y a les élus locaux, il y a les élus nationaux, mais les élus locaux et les élus nationaux sont membres de droit, donc ils n'ont pas accès à des postes de responsabilité au CFC. Ils sont juste là dans le cadre du conseil d'administration. Tout à l'heure, nous venons d'assister à un panel. Il s'agit de la problématique de l'accès au logement, la santé, l'éducation, milieu urbain, la gestion des couches de vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Merci. Je voudrais me réjouir d'avoir pris part à la 20e conférence internationale de l'OIDP, qui se tient aujourd'hui ici en terre africaine de Côte d'Ivoire, et particulièrement à Cocody. Cela constitue des moments déjà extrêmement importants sur les pratiques innovantes qui ont été développées dans le monde entier, parce que nous avons ici des participants venant de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, de l'Europe, mais également des pays africains pour échanger sur les bonnes pratiques. La raison pour laquelle j'ai été convié effectivement pour intervenir, c'est la problème de l'accès au logement, de l'éducation et de la santé et la licence des postes vulnérables. Quand on parle de postes vulnérables, c'est malgré des efforts consentis qu'on continue à avoir des difficultés dans ce secteur-là. Évidemment, les questions de logement en Afrique posent problème, parce que souvent, il y a des déplacements de l'exode rural, des jeunes qui quittent le monde rural pour aller vers le monde urbain, qui occupent des zones magnifiques, donc non viabilisées, et par conséquent, cela a des conséquences extrêmement énormes. Mais il revient à la puissance publique, que ce soit l'État ou son démembrement étant le département, la région ou la commune, de pouvoir prendre à bras le corps ces questions de logement et d'essence. C'est la raison pour laquelle j'ai fait part, lors de cette conférence, des mesures extrêmement importantes prises par notre gouvernement. D'abord par les zones de développement concertées, par la rénovation urbaine, mais également la recyclation urbaine. Ceux qui habitent dans des ghettos et qui nécessitent une recyclation pour faire sortir des voies, créer des écoles, créer des équipements comme des postes de santé. C'est aussi valable pour le programme des 100 000 logements, où l'État contribue à mettre à la disposition du secteur privé des zones viabilisées, ce qui réduit drastiquement le prix de la maison construite. Donc, du point de vue du logement, voilà un peu les questions que nous avons faites. Mais du point de l'éducation, dans un pays où nous sommes dans des pays où la croissance démographique est extrêmement élevée, notre population est relativement jeune, pas souvent dans la plupart de nos pays, 70% de la population au moins de 30 ans. Cela veut dire quoi? Les besoins en termes de services de base sont énormes, et cela, il y a la pression de la population. Ceux qui viennent chaque année doivent à l'école primaire, ceux qui ont le bac et qui vont aller dans des universités. Pour cela, l'État doit prendre des initiatives, élargir ses constructions, renforcer les dispositifs pour permettre aux jeunes à l'âge d'aller à l'école de pouvoir l'être, aux jeunes qui ont le certificat d'aller au collège, aux jeunes qui ont le BEM d'aller au lycée, et ceux qui ont le bac également de pouvoir trouver des structures auxquelles ils pourront effectivement faire l'enseignement supérieur. Cela demande des investissements extrêmement énormes, et c'est la raison pour laquelle la plupart de nos pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou ailleurs, 40% de nos budgets sont réservés au secteur de l'éducation, qui est un secteur également primordial. Mais des initiatives importantes sont prises au niveau des communautés, ce qu'on appelle la réponse communautaire par rapport aux questions d'éducation et de santé. Au Sénégal, nous avons ainsi ce qu'on appelle les comités de développement sanitaire pour impliquer associations, imams, chefs religieux, curés à la gestion du poste de santé, parce qu'on a besoin d'avoir les différents échelons pour que les services, pour que toutes les populations, quel que soit le niveau, puissent pouvoir se soigner, soit au poste de santé, à l'hôpital niveau 1, niveau 3 ou niveau 4. Et suivant les niveaux, ça devient plus cher en termes de consultation et de traitement, mais tranchant que quand on a le minimum, on peut soigner au niveau de la case de santé, au niveau du poste de santé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'offre de services auprès des populations. Là également, nous sommes en train de nous battre, non seulement de nous battre pour l'offre de services, mais de démocratiser. Nous avons également pris des initiatives que j'ai fait présenter ici, qui sont extrêmement importantes. Ce sont les capteurs à moustiques, les bornes anti-moustiques que nous avons amenés au Sénégal pour la première fois à Kaolack, par le biais de l'appui au Trésor français et de notre société partenaire Kissa, qui permettent de capturer les anophèles qui donnent le paludisme. Et on a constaté même dans les captures qu'il y a d'autres moustiques, notamment qui donnent la dengue et qui peuvent donner d'autres maladies et qui sont étudiées au niveau de l'IRD. C'est une démarche extrêmement importante. Il n'y a ni pesticides, ni produits dangereux utilisés. C'est écologique viablement.
Et nous sommes en train également de l'expérimenter et cela a donné des résultats importants dans la première année d'installation parce que c'est installé en octobre 2020. Mais nous avons constaté dans toutes les zones où nous l'avons installé, qui étaient des zones rouges où le palud faisait des dégâts, qu'il y a une réduction drastique de la contamination et du paludisme au niveau de ces zones-là. Nous avons également procédé à ce qu'on appelle la solidarité communautaire en termes de santé. Ce n'est pas toutes les populations qui ont les moyens d'aller se soigner. Il y a une zone de vulnérabilité et chaque commune, chaque administrateur doit connaître quel est le pourcentage de personnes vulnérables qui, quel que soit alpha, ne peuvent pas aller de leur propre gré à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les moyens. Des zones, des actions ou des initiatives de solidarité pour des consultations et d'opérations en cataracte, pour des scans gratuits aux populations, pour des opérations viscérales gratuites avec les médecins de cadre, ont été des exemples que j'ai exposés et qui peuvent être également dupliqués au niveau d'autres territoires. Dans le domaine de l'éducation, nous avons initié ce qu'on appelle École Chantier, qui consiste pendant 3 semaines à rassembler des ouvriers et qui vont être encadrés par des ingénieurs venant d'Europe ou bien qui sont de Kaolack ou du Sénégal en construction de murs en géobéton. Ces jeunes-là vont acquérir un métier à moindre coût et vont nous permettre de construire des salles de classe et des murs de clôture à moindre coût et ils vont continuer à le faire. Ces jeunes ont été formés, ont acquis le métier grâce à ce qu'on appelle le CEP École Chantier que nous avons développé également au niveau de Kaolack et j'ai pu également expliquer le format et le processus qui permet d'arriver au système d'école chantier et d'avoir des ouvriers qualifiés qui vont faire la non-construction à des coûts moindres. Donc sur une infrastructure qui va être conçue par un entrepreneur, on peut en avoir 3 si ce sont les jeunes ouvriers là qui les construisent. Bonjour, je suis Djima Karamoko, je suis architecte. Je suis le trésorier général de l'Ordre des architectes. Et tout à l'heure, nous avons suivi la conférence sur les points de vulnérabilité au niveau du logement, de la santé et de l'éducation. Et donc, il est important au niveau du logement de comprendre que les aspects liés aux logements sociaux sont fortement tributaires de l'action de l'État. Donc il faut une forte implication de l'État, il faut des investissements importants pour permettre aux plus démunis de se loger. Et cette politique de l'État n'est pas une nouvelle invention, elle était déjà faite dans ce pays. Dans les années 70, il y a eu une politique de logements sociaux. Et ces logements sociaux ont couvert l'ensemble des communes d'Abidjan. Donc quand on parle des communes de Yopougon, ce sont des communes qui ont été aménagées et sur lesquelles il y a eu des opérations de l'État conduites par des grandes entreprises immobilières de l'État telles que la Sicogi ou la Solifia. Et donc tous ces exemples-là sont des exemples qui sont à vue. Ce sont des exemples sur lesquels nous pouvons nous appuyer et rebondir sur de nouvelles pratiques. Il n'est pas normal qu'en 2021, on soit moins efficace qu'en 1970. Donc cet aspect est à prendre en ligne de compte. Et il y a également un aspect lié à la production des espaces à bâtir. Aujourd'hui, tout ce qui est production de l'espace urbain est voué à l'informel. Ce sont des individus, des particuliers qui vont signer des accords avec les autorités coutumières et qui, par ces accords-là, s'accaparent une partie des terres, font des aménagements. Et donc la production de la ville est devenue purement mercantiliste. Il faut que l'État retrouve à ce niveau également son rôle régalien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il initie des projets, d'abord des acquisitions foncières. Il faut que l'État crée même de la réserve foncière. Parce que comment développer une ville quand la ville ne vous appartient pas? Voilà. Et donc il faudrait que l'État s'implique. L'État revient dans la production foncière. Une ville, il ne peut y avoir de politique urbaine cohérente sans une structuration de l'État. Donc, même si les privés doivent intervenir, il faudrait que tous ces privés interviennent dans le cadre d'un encadrement de l'État. Il ne faudrait pas que l'État soit mis devant le fait accompli, qu'on ne fasse pas des morcellements, qu'on ne fasse pas des petits aménagements et qu'on fasse valider par les ministères à travers des documents tels que les certificats d'urbanisme ou des ACD. Il faudrait que l'État retrouve son rôle régalien. Donc pour une urbanisation planifiée, il faut absolument la maîtrise du foncier. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de maîtrise du foncier, il ne peut pas y avoir d'urbanisation.
tant qu'on n'a pas maîtrisé le foncier, on ne peut pas, je veux dire, étudier, faire des plans de développement, des plans directeurs, des plans d'utilisation du sol. Parce que pendant que vous produisez les plans, il y a ce qui se fait sur les sites qui n'ont rien à voir avec ce que vous prévoyez. Donc après, vous êtes obligé de vous adapter à ce qui est fait sur le site. Donc de réadaptation en réadaptation, on ne voit pas la fin. On ne s'inscrit pas dans la durabilité. Voilà, on ne s'inscrit pas dans la durabilité, on est dans des politiques qui ne sont pas C'est ça. cohérentes. Mais en termes de solutions, qu'est-ce que vous proposez concrètement qui initie la politique d'habitation? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer pour qu'on s'inscrive dans une politique d'urbanisation planifiée et qui s'inscrive dans une durabilité? Il faut qu'on aille vers des actions fortes. Voilà, il faut qu'on aille vers des actions d'un État régalien. L'État a le pouvoir aujourd'hui d'interdire tous les lotissements. Voilà. L'État a le pouvoir d'arrêter tous ces lotissements-là. L'État a le pouvoir de remettre en cause et de mettre en cohérence les plans qu'il fait avec le projet urbain qu'il veut. Donc aujourd'hui, l'État a ce pouvoir-là. Il faut que l'État utilise ce pouvoir. C'est ça, d'accord. Donc il n'y a que ça qu'on peut demander. D'accord. Et éventuellement, il y a une autre question au niveau des psychologies et autres. Qu'est-ce qui a manqué? Et aujourd'hui, ça n'a pas été une continuité. Selon vous, quand vous regardez, qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi aujourd'hui, ça n'existe plus ce genre de... Bon, je pense que ce qui a manqué au niveau il y a eu une grave erreur qui a été faite. D'accord. C'est celle du désengagement de l'État, de la production de la vie. C'est une grave erreur dont nous subissons aujourd'hui les conséquences. Parce qu'il n'est pas normal que dans les années 70, on ait une ville beaucoup plus belle, beaucoup plus agréable, beaucoup plus équilibrée qu'aujourd'hui en 2021. C'est vrai qu'il y a une pression au niveau des besoins, mais cette pression doit être encadrée par l'État. Et n'oubliez pas qu'on a connu une crise de près de 10 ans avec tout ce qu'on a connu au niveau de la crise politique qui ont également affaibli l'action de l'État. Donc il faudrait que l'État revienne dans son rôle régalien. Il faudrait qu'on ait un État fort pour impulser le développement. Nécessairement, c'est d'abord une action forte c'est la Constitution. C'est avec laquelle, c'est notre tutelle, avec laquelle nous travaillons et avec laquelle nous essayons, nous portons notre appui, notre soutien. Et nous demandons au ministère de prendre des dispositions, de prendre des engagements forts pour réorienter la politique urbaine. Quel est votre niveau d'implication? Oui, nous sommes, au niveau de l'ordre des architectes, nous travaillons étroitement avec le ministère de la Construction, mais nous sommes dans une phase de sensibilisation. Voilà. Et nous... D'abord, il faut éduquer les populations aux bonnes pratiques. Ne peut changer de comportement que des personnes qui savent qu'elles sont en train d'agir dans un sens qui n'est pas le bon. Donc notre rôle, c'est dans la mesure où nous sommes une institution de l'État, c'est de faire des sensibilisations auprès des populations, de porter les plaidoyers au niveau du ministère de la Constitution et d'organiser des conférences, des débats autour de ces thèmes-là qui sont des thèmes assez importants. Et dans ce sens-là, nous organisons des débats autour des bonnes pratiques professionnelles lors du prochain Archibat. Le prochain Archibat va se tenir ici à l'hôtel Ivoire même, du 9 au 11 décembre prochain. Et donc au cours de cet Archibat, nous allons poursuivre la réflexion, nous allons donner la parole aux populations et nous allons produire des plaidoyers, produire des propositions en faveur de ces autorités-là. Nous venons d'assister à un panel concernant la transition écologique et la gouvernance urbaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous voulons saluer l'opportunité que nous donne l'OIDP
pour parler de la gouvernance urbaine et surtout la transition écologique. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'acquis, beaucoup de choses qui se font en matière de transition écologique et surtout en matière de gouvernance urbaine. Comme je l'ai souligné dans mon intervention, depuis les années 80, nous avons amorcé le processus de décentralisation et aujourd'hui nous avons 14 districts, 31 régions et plusieurs communes, et ce qui veut dire que le processus de décentralisation est en marche, et cela va aboutir bientôt parce qu'il faut une fin pour que les structures décentralisées soient véritablement autonomes, autant sur le plan financier, technique et culturel. En matière de gouvernance environnementale, nous avons souligné le code de l'environnement qui est en révision avec l'aide de la Banque mondiale, également la stratégie nationale de promotion des énergies renouvelables et surtout l'efficacité énergétique qui a été soumise au Conseil des ministres. Également, nous avons une stratégie nationale de développement durable. Il y a une loi en 2014 qui a été prise sur le développement durable. Donc tout cet arsenal juridique, en tout cas, a enclenché, si vous voulez, la mise en œuvre de l'agenda 2030 et surtout l'agenda 21 dont s'est doté la Côte d'Ivoire depuis 1992. Et ce que nous voulons signaler aussi, c'est vrai que nous parlons de mise en œuvre du développement durable, mais il y a des difficultés. Et ces difficultés-là sont en train d'être contournées par l'appropriation par les populations, non seulement du concept, mais des outils pour la mise en œuvre du développement durable. Et nous sommes rassurés aujourd'hui que même à l'école, c'est les enfants qui disent à leurs parents, en tout cas à la maison, papa, il faut éteindre la lumière, papa, on ne jette pas les déchets, les ordures dans la cuisine, dans le salon, il faut les mettre dans un bac à ordures. Et tout cela nous fait dire que le changement de paradigme est enclenché et d'ici 2030, en tout cas la Côte d'Ivoire sera véritablement, je dis bien véritablement, un pays, un bon élève dans la mise en œuvre du développement durable et surtout en matière de transition énergétique. Nous voyons aujourd'hui, en tout cas, un arsenal de structures pour la promotion des énergies solaires, énergies renouvelables. Et donc nous sommes en tout cas optimistes, car il n'y a pas lieu d'être pessimiste. Il faut agir et l'action va nous permettre de préserver la seule planète que nous avons, qui est la planète Terre. Ok, ce que je voulais savoir, quels sont aujourd'hui les enjeux et au-delà des enjeux, la feuille de route de la transition écologique? Les enjeux, c'est surtout l'accès aux technologies propres, les technologies vertes surtout, et également en matière d'atténuation des changements climatiques, et également l'appropriation par les citoyens des outils, en tout cas de lutte contre le changement climatique. Il faut éviter de boucher les caniveaux. Il faut que l'État construise de nouveaux caniveaux pour que, en tout cas, l'eau puisse circuler en temps de grande pluviométrie, et également éviter de couper les arbres, mais encourager la reforestation de notre écosystème forestier. Et la feuille de route? Mais la feuille de route, on a la stratégie nationale de reforestation, on a la stratégie nationale de développement durable, on a également la stratégie nationale d'efficacité énergétique, la stratégie nationale de promotion des énergies renouvelables. En tout cas, nous avons des outils pour, en tout cas, aboutir à notre objectif. Et comme je l'ai dit, la révision de nos contributions nationales volontaires que nous déterminons, que nous allons présenter à Glasgow les jours prochains, ça a été revu à la hausse. De 28%, nous sommes passés aujourd'hui à 30,5% de réduction des gaz à effet de serre. Éventuellement, nous venons d'assister à un panel dont le thème est la ville inclusive, quelle réalité à l'heure du Covid. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je l'ai dit dans l'exposé, l'inclusivité aujourd'hui est une nécessité parce qu'il faut prendre en charge toutes les populations qui sont sur le territoire sans tenir compte des différences qui peuvent exister. Mais il y a des conditions qu'on arrive à des villes inclusives. Et ces conditions n'étaient pas déjà remplies, pour nous en Côte d'Ivoire en tout cas, dans la gouvernance telle que nous l'avions dans le temps, avant que la pandémie arrive. Et la pandémie est venue aggraver la situation parce que ça créait des hiatus entre
les populations, entre les autorités et les populations, parce que les populations se voyaient livrées à elles-mêmes, sans soutien, sans appui. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire donc, à l'heure de la Covid, de pouvoir rendre nos villes inclusives? C'est d'utiliser simplement la participation, d'utiliser l'économie sociale solidaire pour impliquer toutes les populations. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de moyens, mais déjà, quand les populations se sentent considérées, se sentent consultées, se sentent impliquées, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes et elles accompagnent le développement. Donc aujourd'hui, la question de l'inclusivité devient plus qu'une nécessité. Il faut qu'elle soit mise en œuvre sur nos territoires avec les moyens que nous avons. Aussi, c'est le moment de passer un appel à l'État pour que l'État aussi accompagne, parce qu'il y a, comme Mme le maire de Mayo l'a dit, il y a des infrastructures qui manquent et le transfert de compétences n'a pas couplé avec le transfert de ressources. Les autorités locales n'ont pas les moyens de pouvoir adresser certaines questions. Elles ne peuvent pas construire toutes les infrastructures, alors qu'il faut donner aux populations le minimum qu'il faut pour pouvoir se sentir considéré, se sentir impliqué dans les villes. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir. Nous venons d'assister à un panel, la ville inclusive, quelle réalité à l'heure du Covid-19. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors ce qu'il faut retenir, je pense aujourd'hui de la discussion qu'on a eue, c'est que la crise du Covid, en fait, non seulement nous a mis tous dans une situation qui était inédite, mais aussi ça a révélé en fait, les potentialités qu'on avait d'adaptation, de résilience et d'association des habitants, malgré toutes les difficultés qu'ils pouvaient avoir dans le contexte sanitaire très restreint. Donc ce qu'il faut, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est l'espoir qu'on a, en fait. C'est l'espoir qu'on peut avoir dans nos institutions et en nous-mêmes, dans nos habitants, dans les résidents de chacune des villes, à faire face à des situations qui sont très complexes. Quels sont les enjeux d'un tel thème? Les enjeux du thème de l'inclusion, c'est comment, d'une part, la première chose, c'est comment permettre à chacune et à chacun de prendre part à la décision publique. L'inclusion, ça veut dire permettre à toutes et à tous de faire partie en fait, d'une décision commune sur ce qui nous concerne. Non seulement s'exprimer à l'occasion d'un vote, mais aussi participer à la décision et à la stratégie de ce qui va les toucher au plus proche. Et c'est pour ça que ça décline donc à notre deuxième enjeu, c'est le rôle des collectivités, des villes, dans cette inclusion des habitants. Parce que les contextes les plus proches de la réalité de chacun d'entre nous, c'est là où on habite, avec qui on habite. Et la proximité la plus directe avec l'institution, avec l'organisation collective, c'est celle de la ville, de la commune.